Qu'est-ce que le patrimoine gastronomique ? Eh bien pour moi, ce n'est pas seulement ce qui va être dégusté. Non, c'est aussi ce qui précède ce moment tant agréable du repas à table. C'est tout ce qui va être mis en œuvre avant que l'aliment soit apprécié. En fait, ce sont les saveurs et les savoir-faire qui mènent à nos assiettes. C'est par exemple la châtaigne d'Ardèche ou la choucroute d'Alsace. Mais c'est aussi la manière de tourner sa cuillère en bois pendant une cuisson, la quantité de sel que l'on va mettre dans le cassoulet ou dans la bouillabaisse, le chant du coq le matin. C'est ramasser des mûres en été ou planter des choux en hiver. C'est le parfum de la truffe sur nos doigts. C'est le piment d'Espelette qui sèche au soleil. C'est l'odeur du fumier. C'est la manière dont on tue un poulet dans le Lot-et-Garonne ou en Auvergne. Ou encore le bruit du tracteur qui laboure ou la mélodie du moulinet de la canne à pêche. En somme, ce sont ces actes et ces instants de vie précieux, mais que nous pourrions perdre. Quand j'étais petite, nous avions un potager. J'ai donc très tôt été sensibilisée au respect des saisons. J'attendais avec impatience l'été pour savourer des tomates fraîches, et j'aimais tout particulièrement la fin septembre pour mitonner de nombreux gâteaux aux noix. Cuisiner un plat avec la récolte du jour était un challenge que j'adorais. Cet amour pour le terroir, eh bien, il m'a été transmis par une personne qui avait 70 ans de plus que moi. J'ai grandi dans une ferme agricole du sud de la France, et la seule pièce à vivre de la maison, c'était la cuisine. Là se déroulaient tous nos échanges et toutes nos confidences. Elle portait toujours une blouse bleue, et elle maîtrisait l'art du abistodenas, le dosage à vue de nez. Sa vie me passionnait et ses récits me fascinaient. J'adorais qu'elle me raconte par exemple l'arrivée de l'électroménager en France, le rôle des femmes, aussi bien dans les champs que derrière les fourneaux, les marchés où l'on échangeait des oies contre quelques mètres de tissu, les hirondelles qui nichaient dans les étables. Elle me disait toujours, après ma mort, continuez de laisser rentrer les hirondelles à l'intérieur de la maison, parce que leur nid porte bonheur. J'aimais aussi qu'on parle de la guerre, qu'elle me raconte lorsque les hommes étaient partis au front. Notre relation avec notre écardage était fantastique. Elle m'a même enseigné à étendre le linge en fonction du vent. Que ce soit vent d'autan, vent marin ou vent tramontane, ma fille, il y a un sens pour étendre le linge. Cette personne, eh bien, c'était Mamie Paul, mon arrière-grand-mère paternelle. Une femme extraordinaire, toujours contente, maîtresse de la maison. Elle n'a jamais été au théâtre, ni même au cinéma. Et elle a vu la mer pour la première fois de sa vie, elle avait une 40aine d'années. Mamie Paul et moi, on avait une relation à la fois fusionnelle, mais aussi comme chien et chat. J'avais conscience que je grandissais dans un contexte merveilleux, où les arbres fruitiers, les clapiers, la bergerie, l'étable, le poulailler, tout cela nous permettait de cuisiner tant de festins différents. Mais avant de cuisiner, il fallait passer à l'œuvre. Oui, c'est-à-dire qu'avant de réussir un civet de lapin, il fallait bien tuer le bougre et l'avoir nourri pendant des mois. Pour confectionner une bonne omelette, il fallait que les poules pondent. Et pour se régaler d'un clafoutis aux mûrises, il fallait patienter jusqu'à la saison nouvelle. Mamie Paul m'apprenait le monde d'hier, et moi je l'initiais au monde d'aujourd'hui. Comme Internet, par exemple. C'est comme ça qu'un jour, en cherchant une recette sur Internet, je vois que la chaîne de télévision Arte organise un concours et recherche des familles en France et en Allemagne pour représenter leur terroir dans une émission de cuisine. De suite, j'envoie notre candidature et je joins la photo que vous avez vue. Et je fais tout pour les convaincre que nous serons parfaites dans le rôle. Les semaines passent, et nous apprenons que nous sommes sélectionnés avec d'autres familles et soumis au vote sur Internet. Et encore d'autres semaines passent, et nous apprenons le verdict, c'est nous qui gagnons. Une équipe d'Arte est donc venue tourner à la maison l'émission de cuisine, et j'ai choisi de vous montrer un de mes extraits préférés. Comment je les coupe, les oignons ? Tu commences à le fendre. En deux ? Non, tiens le droit, l'oignon. Là, comme ça. Non, au bord. Allez, fends-la. Là ? Oui. Ah, d'accord. Et ainsi de suite. Oh, un peu plus épais, parce qu'après, il faut le retailler dans l'autre sens. Et, oui, comme ça. C'est bien. C'est bien. Un cassoulet dans les règles de l'art contient du lard qu'il faut d'abord trancher. Moi, tu comprends, ces couteaux sont pas aiguisés. Mamie Paul est arrivée à la ferme il y a 68 ans en épousant le fils de la famille.
Tu vas voir. À l'époque, les rapports entre les différentes générations vivant sous le même toit étaient beaucoup plus stricts, et la vieille dame tient à le rappeler à son arrière-petite-fille. On avait beaucoup plus de respect pour les parents. Et tout le monde vous dira pareil ici à la campagne. On respectait beaucoup plus. Il y avait plus de respect des jeunes comme elle, plus de respect avec les parents. Mais quoi? Je te respecte pas? En tant que... Laisse-moi le dire. Vous faites n'importe quoi devant les jeunes maintenant, ou les parents font n'importe quoi devant les jeunes. On ne savait rien, nous, autrefois. Et vous le savez depuis quel âge vous autres, comment on fait les enfants. Vous le savez depuis que vous étiez petit. Ah, parce que c'est un secret, à l'époque on le disait pas? Oh non, les parents se seraient bien gardés. C'est vrai? Et il n'y a pas de sévéré. Voilà. Puis un jour, fallait bien que ça arrive, Mamie Paul est partie. J'avais un peu plus de 20 ans et elle avait 90 ans passés. Il était temps pour moi de démarrer mes études supérieures et le tournage avec Arte m'avait convaincue d'une chose. C'était bien journaliste que je voulais faire. Je voulais faire exactement pareil. Je voulais faire des reportages. Après sa mort, évidemment, j'ai ressenti un grand manque. Tout ce qu'elle m'apprenait quotidiennement me nourrissait et du jour au lendemain, j'avais plus rien. Et je prenais conscience que j'avais eu une chance incroyable de recevoir son instruction, son éducation, qu'elle m'ait transmis tous ses savoirs. Mais surtout, je prenais conscience que, en fait, des gens n'avaient pas cette chance du tout. C'est là qu'un projet a commencé à mûrir dans ma tête. Parce que moi aussi, je voulais continuer à transmettre. Je me suis donc inscrite à l'école de journalisme de Toulouse, puis de Marseille. Et à chaque fois qu'il a fallu faire des stages, que ce soit en télé, en radio ou en presse écrite, j'ai toujours choisi des médias en relation avec la gastronomie, l'alimentation ou l'agriculture. Parce que j'avais toujours dans un coin de ma tête ce projet qui mûrissait. Mes études presque terminées, je donne un nom à mon projet, la Popote à Pépé. Mon projet s'appellera la Popote à Pépé. Ce seront des web-reportages où j'interviewerai des anciens, nés avant les années 1940, qui exercent un loisir ou un métier nourricier. Des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des chasseurs, des cueilleurs, des viticulteurs. Et je continuerai à leur poser les mêmes questions qu'à Mamie Paul. Une fois mes études terminées, cette fois-ci, c'est mon ami d'enfance, Nicolas, qui me dit « Justine, trouve-moi une caméra. J'ai un ami qui est ingénieur du son, Guillaume, qui est en train de finir ses études d'ingénieur du son sur Paris. Et je te propose qu'on parte chez mes grands-parents dans le Lot-et-Garonne, tourner ton premier film. Fais-moi confiance. » J'accepte sa proposition. Je réunis tout le matériel nécessaire pour tourner un film sans argent. Mon papa étant musicien, je lui demande s'il veut bien me composer le générique de mon premier épisode. Et sur Internet, je cherche et je trouve Bruno, qui est monteur à Marseille et qui montera les images que l'on va tourner. On est donc en 2014. Guillaume, Nicolas et moi, on part dans le Lot-et-Garonne, chez les grands-parents de Nicolas, tourner notre premier épisode chez Jack et Lydie, un couple d'agriculteurs éleveurs mariés depuis plus de 60 ans. Je vous fais découvrir tout de suite le début de ce premier épisode. Ici, on tourne la popote à Pépé. Et le terme est exact. Pépé, il a fait sa popote. Il a passé sa vie à ça. Je l'ai raté.
le lait. Ça, on va le mettre dedans. Et ça vaut pas encore. Et puis, ça vaut pas encore. Je vais le mettre dans un seau. Voilà. Dès que ça va bouillir, je les bouillante. Je découvre là. Voilà, et je les bouillante parce qu'ils se plument mieux comme ça ébouillanté que à sec. C'est quand même pas assez ébouillanté. Voilà, allez, là je vais le plumer. Allez. Je m'en passerai de cette vie-là, mais je veux dire, quand je me suis mariée, on m'a dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc pour moi, il n'y avait pas le choix. Tous les jours je travaille, bon, quand j'ai fini les cochons, eh bien, après on aurait un peu de temps libre, mais bon, je ne peux pas m'arrêter quand même, quoi. J'ai la volaille, j'ai tout, quoi. C'est assez dur, mais bon, on y arrive. Je peux vous dire qu'on a travaillé. Bon, voilà. 60 ans comme ça. On finit, si vous voulez, on n'est pas luxueux, mais je veux dire, on n'a pas de dette, on laisse une affaire propre qu'on a travaillé. Bon. Merci. Vous l'avez compris, ce n'est pas seulement la cuisine qui m'intéresse. Non, c'est aussi leur quotidien, leur réalité. J'aime qu'ils me racontent l'évolution du matériel agricole, par exemple. Toutes les étapes qu'ils ont traversées des années 40, 50 jusqu'à aujourd'hui. Les mises aux normes, les changements de monnaie. Et quand je sens que je peux me le permettre, et en général je le peux, j'aime beaucoup leur poser des questions sur leur enfance ou leur vie de couple. Parce qu'à travers mes films, je veux aussi sensibiliser ceux qui n'ont pas conscience de ces hommes et de ces femmes qui travaillent la terre pour nous nourrir. Avec mes films, j'espère toucher et j'espère instruire. À sa manière, la Popote à Pépé contribue à archiver un bout de notre patrimoine gastronomique. Alors, comment voir ces épisodes ? Eh bien, nos vidéos sont en libre accès sur notre site internet et sur YouTube, qui héberge nos vidéos. Et chacun des épisodes a des sous-titres en français, en anglais et en occitan. À ce jour, on compte plus de 600 000 vues et cette visibilité m'amène à penser que j'ai réussi mon pari, j'ai réussi ce que je voulais, archiver et valoriser notre patrimoine gastronomique à travers des web-reportages. Maintenant, la Popote à Pépé, c'est une association et ce sont les revenus générés par les vues qui permettent de financer de nouveaux épisodes. Et parfois, selon la région, il arrive qu'on ait la chance de recevoir des subventions ou des dons. Pour le faire vivre, ce projet, eh bien, nous sommes présents et actifs sur tous les réseaux sociaux. Et chaque année, je me déplace pour plusieurs projections afin de rencontrer et échanger avec le public. Et c'est à ce moment-là, pour moi, l'occasion de découvrir la réaction des gens face aux épisodes. Il y a parfois des gens qui pleurent. Et très souvent, il y a des gens qui veulent me raconter une histoire, m'apporter un témoignage. Et les questions fusent. On me demande toujours comment je les ai rencontrés, pourquoi je fais ça, que sont-ils devenus. On m'a aussi demandé l'autorisation d'utiliser ces vidéos à des fins pédagogiques,
pour l'école de journalisme de Cluj-Napoca en Roumanie ou en ethnologie à l'université du Mirail à Toulouse, par exemple. Et c'est toujours avec plaisir que j'accepte. J'ai aussi trouvé sur Internet quelqu'un dans les Balkans qui a réalisé un prototype de l'entonnoir que vous avez vu pour tuer le poulet, afin de pouvoir le reconstruire chez soi. Et les données analytiques du projet me permettent de constater que la diffusion de la popote à pépé a largement dépassé nos frontières, puisque on a pas mal de vues en France évidemment, mais on en a aussi beaucoup dans des pays comme le Canada, l'Albanie ou l'Algérie. Et les sous-titres sont largement utilisés sur YouTube. Tout ça pour dire que le choix d'avoir fait des web reportages, c'est fantastique, parce que ça permet un voyage incroyable sur la toile. Alors vous vous demandez peut-être, qui s'intéresse à la popote à pépé ? Eh bien, il y a des tout petits. Actuellement, YouTube, c'est très tendance, chez les tout petits. Il y a des jeunes de mon âge. De nos jours, il y a un véritable engouement pour les recettes de nos grands-mères, les savoir-faire simples, la saisonnalité, les produits locaux. Par ailleurs, les chaînes agricoles comme la nôtre sont nombreuses sur YouTube et fonctionnent bien plus qu'on ne le croit. Et puis, il y a la génération de mes parents, grands-parents et plus. Génération que je trouve un peu nostalgique, à qui parfois ça rappelle leur propre mode de vie ou celle d'un proche. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que des jeunes sur YouTube, parce qu'il y a énormément de personnes âgées qui m'écrivent. Alors, j'ai fait le choix de laisser entièrement la parole à ces personnes de notre temps. J'ai décidé qu'il n'y aurait pas de voix off dans mes épisodes. Du coup, cela entraîne encore plus la réflexion et le questionnement. Ainsi, chacun est libre d'entendre ceux qui lui parlent. Certains sont plus touchés par la perte de notre patrimoine agricole, d'autres par l'importance de nos traditions, et d'autres sont émus par le témoignage. L'exemple du poulet, que vous avez vu tout à l'heure, est édifiant. Il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui rigolent, il y a ceux qui sont scandalisés, il y a ceux qui pensent déjà à la sanquette que la mamie va se cuisiner, et il y a ceux qui ne veulent pas voir les images. Moi, je laisse chacun penser ce qu'il veut. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça suscite inévitablement la réflexion, et ça crée du lien avec simplement des images de leur quotidien. Un autre de mes objectifs à travers la popote à pépé, c'est d'amener le public à se questionner et à prendre conscience de ce qu'il mange, d'où ça vient et qui l'a fait. Et si j'ai choisi de transmettre notre patrimoine gastronomique à travers la parole des anciens, c'est d'abord parce que je crois en la vertu de l'expérience, même s'ils n'ont pas toujours raison. Les anciens ont des savoirs essentiels à nous transmettre. Et le lien avec nos grands-parents est sans doute une des plus jolies voies pour nous instruire. Alors, donnons-nous la chance de passer du temps avec eux. Je vais laisser le mot de la fin à Lydie et Jack de l'épisode 1. Vous n'avez pas ça, on voit jamais rien. Quoi, mais... L'appareil. Il te filme. Mais on le voit jamais. Mais tu risques pas, tu le verras après. Ah oui. C'est bizarre. C'est bizarre. Merci.